Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse vraiment percutante publiée dans Thinking Africa. Bonjour. Le titre annonce tout de suite la couleur. L'accès avant le confort. La logique structurelle de la migration africaine. Oui, et ça part d'une question qui peut sembler un peu paradoxale. C'est ça, pourquoi les États-Unis attirent toujours autant de migrants du continent africain alors que, sur le papier, plein de pays européens ont des classements de qualité de vie bien meilleurs. C'est une question qui nous oblige un peu à sortir de nos cadres de pensée habituels, je trouve. Les débats sur la migration sont souvent, ils sont pleins de statistiques, de classements, de PIB, tout à fait. Et là, cette analyse nous dit, attendez, changeons de perspective. Et si le facteur décisif, pour une bonne partie des migrants, ce n'était pas le confort final, mais tout simplement la possibilité réelle d'entrer quelque part et de commencer. Voilà, c'est exactement ça. Et il faut qu'on le précise tout de suite, c'est important. Ce qu'on explore aujourd'hui, c'est une perspective, une grille de lecture. Absolument. Ce n'est pas une vérité scientifique ni une conclusion définitive. L'idée, c'est de bousculer un peu les certitudes. Et on parle bien de schémas généraux observés pour une majorité. Chaque histoire personnelle reste évidemment unique. Oui, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans la même case, mais plutôt de chercher une autre logique. Une logique qui expliquerait pourquoi les flux migratoires ne suivent pas toujours sagement les classements des meilleurs pays où vivre. Bon, alors attaquons ce premier point. On a tous ce réflexe de penser pays riche égale destination idéale. L'article commence par déconstruire ça en s'attaquant à l'indicateur roi, le PIB par habitant. On sait ce que ça mesure, la richesse moyenne d'un pays, mais la vraie question c'est qu'est-ce que ce chiffre ne nous dit pas? En fait, il ne nous dit presque rien de l'essentiel pour un migrant. Il ne dit rien des conditions d'accès. C'est-à-dire ? Rien sur la complexité d'avoir un visa, rien sur les voies légales qui existent ou pas, rien sur la tolérance d'un système face à une situation administrative qui n'est pas parfaite. D'accord. De Dakar, qui n'a pas un diplôme d'ingénieur, Le Luxembourg n'est pas vraiment une option. ce n'est même pas une option. C'est structurellement inaccessible. Donc, la richesse de ce pays, pour cette personne, c'est une information qui n'est pas pertinente. En gros, regarder ces classements, c'est un peu comme lire le menu d'un restaurant 5 étoiles en sachant pertinemment qu'on ne pourra jamais y mettre les pieds. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. Et ce n'est pas que les migrants ignorent ces données, attention. Non, bien sûr. Ils sont très conscients des difficultés. C'est juste que pour eux, cette donnée est incomplète. Si la porte du restaurant est fermée à double tour, la qualité de la cuisine à l'intérieur, ça devient une question secondaire, quoi. La première question, c'est est-ce que je peux entrer? La toute première question. La seule qui compte au début, c'est y a-t-il une porte que je peux d'une manière ou d'une autre franchir? Et juste après, une fois dedans, est-ce que je pourrais rester et commencer à construire quelque chose? Et c'est là que l'article avance son idée centrale, en opposant deux concepts, le niveau de vie et l'accessibilité. Oui, le niveau de vie, c'est comment on vit une fois qu'on est dans le système. L'accessibilité, c'est qui a une chance réaliste d'y entrer et d'y rester. Et là, franchement, ça vient de faire tilt pour moi. J'avais toujours pensé que les deux allaient ensemble. Et c'est souvent là qu'on se trompe. L'article montre qu'ils peuvent être déconnectés, voire opposés. Comment ça? Prenez des pays comme la Norvège, la Suisse, le Danemark. Un niveau de vie exceptionnel. Protection sociale, services publics, salaire. Le top du top, oui. Mais ce sont des systèmes conçus pour la certitude. Ils fonctionnent avec des critères d'entrée extrêmement stricts. Il faut des compétences très précises, des diplômes reconnus, un contrat de travail signé avant même d'arriver. Pour beaucoup de gens, ce sont des murs, pas des étapes. Exactement, ce sont des murs. Et à l'inverse, l'article parle de systèmes plus flexibles. Qui peuvent absorber l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un système qui absorbe l'incertitude, c'est un système qui tolère l'imperfection. C'est un pays qui permet une arrivée qui n'est pas parfaite, une intégration qui se fait par étapes, parfois dans l'informel au début. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu, selon l'auteur. Oui, l'analyse suggère que les États-Unis, avec toutes leurs inégalités, leur système de santé défaillant, ils fonctionnent sur ce modèle. Ils n'offrent pas un meilleur confort, mais autre chose. Voilà. Ils offrent, selon les mots de l'auteur, une marche pour l'imperfection. Et cette marge, cette zone grise, c'est peut-être ça le facteur décisif pour beaucoup de monde. Et si on suit cette logique, ça explique le paradoxe de ces pays européens
très riche, très stable. Pourquoi la Suisse ou le Luxembourg attirent finalement assez peu de migrants africains, à part quelques profils très qualifiés? C'est ça. Et l'article insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une question de stylité. C'est la conception même du système. Ce sont les qualités même de ces pays qui deviennent des barrières. C'est ce qui est fascinant. L'analyse pointe plusieurs facteurs structurels. D'abord, ce sont souvent de petites populations. Leurs marchés du travail sont très régulés, très spécialisés, Moins diversifiés. beaucoup moins. Ils n'ont pas la même capacité d'absorption qu'un marché immense comme celui des États-Unis. Et il y a aussi des seuils réglementaires. J'imagine que ça veut dire qu'on ne peut pas juste trouver un petit boulot pour commencer. Précisément, il n'y a pas ce premier échelon informel. Vous ne pouvez pas commencer plongeur dans un restaurant à Zurich en espérant monter les grades. Il faut déjà être un cuisinier qualifié, avec les bons papiers, juste pour passer la porte de service. Il y a peu de tolérance pour l'informel en fait. Très peu. Et leurs systèmes de mobilité sont quasi exclusivement tournés vers l'Union européenne. Donc ce sont des systèmes qui sont un peu comme des montres suisses, productives. Soit vous êtes dehors. Il y a très peu d'espace pour l'entre-deux, pour une situation qui pourrait se régulariser avec le temps. Ce qui amène l'auteur à cette phrase que j'ai trouvée très juste. Cela ne rend pas ces pays hostiles, cela les rend sélectifs. Exactement. Prospérité et accessibilité, ce sont deux objectifs politiques différents. D'accord. Donc d'un côté, on a ces systèmes européens, un peu comme des clubs privés. Des murs hauts, mais de super avantages une fois qu'on est membre. Si cette porte est fermée, où vont les gens? Et là, l'article nous amène aux États-Unis, ce qui franchement peut sembler contre-intuitif. Je comprends l'objection, on voit les images des frontières, on entend parler de la complexité du système. Oui, voilà. L'analyse n'est pas naïve. Elle ne cherche pas du tout à idéaliser le modèle américain. Elle en décrit les caractéristiques de manière neutre. Premièrement, malgré tout, il y a de multiples voies d'entrée. La loterie de la carte verte, le regroupement familial. Eh bien, les visas de travail, les études, l'asile, cette multiplicité, même si chaque voie est un enfer administratif, eh bien, mathématiquement, ça crée plus de points d'entrée potentiels. Et la taille de l'économie, j'imagine, joue un rôle énorme. Un rôle fondamental, oui. Un marché du travail de la taille d'un continent peut absorber des niveaux de qualification très, très variés. Du travailleur agricole à l'ingénieur de la Silicon Valley. Il y a aussi une plus grande tolérance pour l'économie informelle. Historiquement, oui. Elle sert de soupape de sécurité, de première marche, et enfin, il y a un facteur qu'on oublie souvent. La présence de diaspora ancienne est très forte. Développons ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une diaspora forte pour quelqu'un qui arrive? Ah, ce n'est pas une idée abstraite. C'est très concret. C'est un canapé pour dormir les premières semaines. D'accord. C'est un contact pour un premier job payé au noir. C'est quelqu'un qui vient traduire pour vous chez le médecin. C'est un réseau qui vous explique comment inscrire les enfants à l'école. En fait, c'est une infrastructure d'accueil qui existe déjà. Une infrastructure conçue pour gérer l'imperfection. Précisément. Donc, pour être bien clair, l'article ne parle pas du rêve américain, de la promesse de devenir millionnaire. On est loin du cliché. Ah non, non, absolument pas. C'est même le contre-pied de ce cliché. L'analyse ne dit pas que la vie est plus facile ou meilleure. Elle utilise une formule très précise. Laquelle? Le système américain permet aux gens d'arriver progressivement plutôt que parfaitement. Progressivement plutôt que parfaitement. C'est bien résumé. Le point n'est pas qu'il est plus facile d'y réussir. C'est que pour beaucoup, il est plus facile de commencer. Et quand on part d'une situation où l'avenir est bloqué, cette simple possibilité de commencer, c'est ce qui a le plus de valeur. Et si le système américain n'est pas meilleur en termes de qualité de vie, ça nous force à repenser la motivation du départ. On ne cherche pas un paradis, mais on répond à un besoin plus fondamental. Oui. L'article appelle ça la logique de survie. Le mot est un peu fort peut-être, mais l'analyse le présente comme quelque chose de très rationnel. Oui, il faut entendre survie au sens large, pas seulement fuir un danger de mort, c'est aussi sécuriser l'avenir de sa famille. Et dans cette logique, la question n'est plus « où la vie sera la plus confortable pour moi ?» Mais plutôt, mais plutôt « où y a-t-il de la place pour que j'essaie de construire quelque chose ?» Et concrètement, essayer, ça veut dire quoi dans ce contexte? essayer, c'est plusieurs choses. C'est la possibilité de cumuler 2 ou 3 petits boulots, même s'ils sont précaires. C'est la capacité d'envoyer très vite de l'argent à la famille. Les remises, oui, qui sont vitales. Vital. C'est pouvoir compter sur une communauté pour un logement, un conseil. C'est garder l'espoir, même lointain, qu'un jour on pourra régulariser sa situation. Et c'est peut-être le plus important. Oui, c'est avoir le droit à l'échec sans risquer une expulsion immédiate. Pouvoir se tromper, recommencer. Donc si je résume, le choix ne se fait pas parce que l'Amérique est parfaite, mais parce que son système, avec tous ses défauts, est plus permissif.
C'est l'argument central. Le système tolère une intégration qui se fait par étapes, de manière graduelle et souvent chaotique. Et cette perspective, elle change vraiment les termes du débat. Oui, au lieu de blâmer les migrants pour leur choix, elle nous force à regarder l'architecture des systèmes d'accueil eux-mêmes. Elle nous aide à comprendre pourquoi renforcer les frontières a finalement peu d'effets dissuasifs. Parce que la logique derrière, la quête d'un endroit où l'on peut essayer, elle reste la même. Elle demeure intacte. Finalement, cette analyse nous laisse avec un tas de questions ouvertes. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Elle n'apporte pas de réponse toute faite, non. Et je pense que ça vaut le coup de poser ces questions clairement. La première, est-ce que l'accessibilité est, au fond, plus importante que le confort promis? La deuxième, qui est très politique, nos systèmes migratoires, est-ce qu'ils devraient être conçus pour permettre une entrée imparfaite, une intégration progressive? Plutôt que de chercher le candidat parfait qui n'existe peut-être pas. Exactement. La troisième, qui est un peu une pique envers les pays les plus contrôlés, en ayant des systèmes aussi sélectifs, est-ce que ces pays ne font pas qu'exporter la pression migratoire ailleurs, sur des systèmes plus flexibles? Et la dernière question, peut-être la plus profonde, est-ce que le modèle américain est vraiment unique? Ou est-ce que c'est simplement le dernier grand système occidental encore assez, disons, vaste et désorganisé pour absorber cette pression mondiale? Ce sont des questions vraiment puissantes qui vont bien au-delà de l'article. En effet, pour conclure, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que cette perspective n'explique pas tout. Chaque parcours est unique. Bien sûr. Mais elle donne une clé de lecture pour comprendre pourquoi certains schémas qui semblent contre-intuitifs persistent année après année. Le message final, je pense, c'est que la migration est moins le reflet d'échecs individuels. Que le symptôme de la structure du monde. Oui, de la manière dont les opportunités sont distribuées et surtout dont elles sont restreintes. L'analyse ne porte donc pas de jugement de valeur. Elle décrit un mécanisme. C'est ça. C'est une interprétation, pas un verdict. Et ça nous laisse avec une dernière pensée à méditer. Une question pour ceux qui nous écoutent. Si tant de gens, partout dans le monde, choisissent une chance d'accès, même la plus précaire, plutôt qu'un confort qui leur est refusé par la structure même du système, que nous dit ce choix sur l'ordre mondial que nous avons collectivement bâti ?